Bonjour Nathalie Anne Croft. Bonjour Suzanne Lavigne. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien. La capsule d'aujourd'hui, on va compléter l'histoire qu'on a commencée il y a deux capsules avec le sédan. Les deux premières, c'était dans le monde et l'univers du sédan. Cette fois-ci, on demande au sédan, après s'être posé la question, est-ce que je veux m'engager dans un processus de relève qui peut durer de 5 à 10 ans, avec toutes les explications qui entourent, là? On va voir qu'on va le mettre en mode d'observation pour qu'il puisse observer sa relève pour voir lui-même, juger, de dire est-ce que ça a de l'allure ou ça n'a pas de l'allure, est-ce que j'ai une vraie relève ou je n'ai pas une vraie relève. Alors, notre présentation va tourner à travers les yeux de la relève, non, c'est-à-dire à travers les yeux du fondateur qui va se pencher sur la relève. Correct? Ça va? Tout à fait, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler beaucoup de leadership parce qu'une des choses essentielles qu'on doit transférer, c'est comme un leadership, que la deuxième génération prenne les choses en main et s'en aille dans la direction qu'elle veut donner à l'entreprise. Alors, je vais partager avec toi l'écran, puis on va commencer par un modèle très simple, puis on va discuter toutes les deux comme on fait d'habitude ensemble et je te laisse le choix de donner des exemples parce qu'on a beaucoup d'exemples dans nos entreprises sur le leadership et comment on voit ça. Alors, je Oui. partage l'écran, cette fois-ci sur « J'observe ma relève ». Alors, observer sa relève, ça part du principe qu'on a des exigences pour notre relève. Ce tableau-là, ce petit modèle-là est très simple. On a 4 niveaux d'intervention quand on travaille sur la relève. Les 3 premiers, connaissances, habilités et habitudes de travail, c'est des choses qu'on peut vraiment contribuer en donnant des cours. Il va y avoir des cours sur la crédibilité, il va y avoir des cours sur différentes choses. Je vais les reprendre un par un, mais ce qui va faire la grosse différence dans la relève, c'est l'attitude. Fait que je vais commencer par l'attitude, puis après ça, on reviendra. Alors, j'arrête le partage pour qu'on puisse échanger toutes les deux. Alors, les questions Oui. d'attitude dans la relève, c'est il faut que j'aie des gens qui soient intéressés par ce qui se passe dans l'entreprise. J'ai besoin de gens qui vont faire un commitment total. C'est vraiment la différence entre le commitment dans une entreprise, là, de l'engagement, c'est la différence entre la poule et le cochon au déjeuner. La poule fournit les œufs. Son engagement est intéressant. Tu sais, la poule fournit. Mais le cochon, comme on dit au Québec, fournit le bacon. Son engagement est total. Tu comprends? Fait que l'attitude, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher quelqu'un qui va s'engager complètement dans la relève parce que les heures vont être importantes, parce que son attitude va être importante. Tout le monde va avoir les yeux tournés vers cette personne-là pour voir comment elle va fonctionner. Il faut qu'elle soit passionnée et cette passion-là se reflète sur toutes les activités qu'elle va avoir dans l'entreprise. Tout à fait. Suzanne, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Euh, c'est fou parce que les chefs d'entreprise, parfois, on débute des mandats, là, puis la réponse, ils l'ont déjà là. Puis quand ils nous font venir, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va mal. Fait que, écoute, le point, c'est, est-ce que ça t'est arrivé de voir des relèves qui te disent, moi, j'aime pas le domaine dans lequel l'entreprise a ses activités? Oui, et puis là, en fait, ce qui arrive, là, c'est que, comme les parents leur ont dit, on a bâti cette entreprise-là pour vous, Ouais. là, ils sont pris avec un examen de conscience parce qu'ils vont décevoir leurs parents s'ils leur disent que ça ne fait pas leur affaire. Alors moi, je me souviens dans une entreprise comme ça où est-ce qu'on faisait, tu sais, des entreprises qui réduisent les voitures en petits cubes, là. Puis que, Oui. tu sais, c'est des entreprises qui font du recyclage là, de matériaux, tout ça. Les filles, il y en avait une qui était dans l'entreprise, puis l'autre qui ne l'était pas. Puis on a une réunion de famille comme ça dans laquelle la plus jeune, j'ai dit qu'elle serait prête à faire du temps dans l'entreprise, mais que ce ne serait pas la place qu'elle prendrait, parce qu'elle me l'avait dit, puis on l'a présenté d'une façon avec les principes un peu. Quand on est sorti de la réunion, elle était tellement contente parce qu'elle dit « Mes parents ont enfin compris ». Fait que là, on s'est retourné vers la solution pour les parents parce qu'ils pensaient partager leur patrimoine d'entreprise entre leurs 2 enfants. Fait que là, on a mis ça autrement. On a dit, votre Oui. patrimoine, vous allez être partagé dans votre patrimoine, l'entreprise va faire partie de ça, mais vos 2 enfants ne seront pas dans l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Fait que Oui. c'est vraiment un cas, là, un des cas. Puis il y en a eu souvent, parce que les enfants disent, ben je ne peux pas trahir mes parents, tu sais, je ne veux pas Oui. trahir mes parents. Oui, il y a une partie de trahison, mais il y a aussi une partie de est-ce que je suis, comment je dirais ça, moi, employable ailleurs, aux mêmes conditions? Fait qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui se sont piégés en n'étant pas nécessairement
éligibles à des emplois à même niveau de rémunération. Hein, parce qu'ils ont fait des choix de ne pas aller à l'école, d'arrêter ou quoi que ce soit. Et c'est correct, on ne peut pas juger, ce n'est pas l'objectif, mais simplement, moi, si j'avais, je vais prendre mon cas parce que c'est plus facile, si je n'avais pas fait HEC Montréal, okay, même si j'avais géré une entreprise, probablement que je n'aurais pas été crédible pour faire de la consultation. Oui, effectivement. Hein? J'aurais eu plus de difficultés à me légitimer en service conseil si je n'avais pas eu au moins, et je ne vous parle pas d'un doctorat, là, je vous parle de, nous, on appelle ça un bac, là, mais on va parler pour les Français, c'est une licence. Oui, puis c'est important de voir ça parce que les jeunes qui sont, à ce moment-là, quand les jeunes sont dans l'entreprise à défaut d'eux, l'entreprise devient au service de la famille et non la famille au service de l'entreprise. Oui. On veut vraiment faire en sorte que tout le monde ait un emploi, puis on n'a pas toujours nécessairement la meilleure personne. Tout à fait. Si je reviens au triangle de tantôt, oui. La première strate, c'est les connaissances de base dans le domaine. Oui. Si on n'a pas les connaissances pour travailler dans le domaine, si ce n'est pas ce qui nous intéresse, on va difficilement pouvoir prendre la relève. Mais c'est quelque chose qui est facile. Dans la plupart de nos familles en affaires, ça s'apprend dès l'âge de 15 ans. Là, ils sont dans l'entreprise, alors ils connaissent tout de l'organisation, ils connaissent les clients. Alors, c'est pas une grande difficulté, ça. On rencontre pas ça souvent. Sauf chez ceux qui n'aiment pas ce qui se passe dans l'entreprise. T'sais. Ceux qui ne veulent pas travailler en soudure puis qui sont prêts en soudure, bien là, alors dans ce temps-là, souvent, on va voir les rôles. Là. On a les gens qui aiment la soudure qui sont dans la soudure, puis les autres qui n'aiment pas ça, ils sont dans l'administration. Oui, c'est vrai. Oui. Hein? On va se retrouver comme ça. On va partager comme ça dans la famille ceux qui vont aimer avec passion le métier, puis les autres qui vont aimer l'administration du métier. Le deuxième strate à ce niveau-là, c'est les habiletés, en fait les deux, là, les habiletés de gestion et les habitudes de travail. C'est important de faire en sorte que les jeunes développent une saine habitude de travail pour ne pas s'épuiser. Dans les générations qui précédaient, le temps à l'usine, avant qu'on ait des réseaux sociaux, des connexions différentes, les gens devaient passer du temps dans l'entreprise. Et les habitudes étaient qu'ils pouvaient être là. Non, tu nous as laissé la dernière fois sur le fait que les entrepreneurs étaient souvent usés d'avoir passé 70 heures dans l'entreprise. Mais nos jeunes peuvent passer ce même 70 heures-là, mais ils se reconnectent à 10 heures le soir. Ils vont être là très tôt le matin. Oui. Alors, il faut développer des saines habitudes pour qu'on puisse empêcher cette espèce d'épuisement professionnel-là. Puis, écoute, Suzanne, si tu me permets, il faut dire aussi que les relèves d'entreprises familiales, ils ont vu leurs parents s'épuiser. Ils ont vu leurs parents être absents, puis souvent leurs pères, parce que c'est souvent des pères, ils ont vu, c'est-à-dire, ils n'ont pas vu leur père. Oui, c'est ça. Fait qu'eux, ils ne veulent pas reproduire nécessairement ce modèle-là avec leurs enfants. Ce qui fait que l'équilibre travail-famille dans la génération actuelle ou des milléniaux, là, disons, là, je te dis les 40 ans et moins, là, ces gens-là sont beaucoup plus sensibles à l'équilibre travail-famille, mais effectivement, ils peuvent se reconnecter quand les enfants sont couchés, puis ils peuvent donner l'épaule à la roue quand c'est nécessaire. Ce n'est pas des fonctionnaires. Je ne veux pas stigmatiser les fonctionnaires, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut s'étaler dans des horaires plus variables. Oui, plus variable. Puis dans les habiletés de gestion, parce que les prochaines diapositives, on va parler beaucoup de leadership. Dans les habiletés de gestion, il y a des choses qui sont intéressantes à avoir. Comment tu gères une équipe, comment tu mobilises une équipe. C'est toutes des choses, quand tu commences au leadership et que tu fais un test de personnalité, si tu es une personne dans la coopération, tes réunions, tu vas faire le tour de tout le monde. Si tu es quelqu'un dans les objectifs, ta réunion va être très, très minutée et tu vas suivre ton agenda, tu vas préparer tes choses. Alors, ça dépend de la personnalité qu'on a en avant. Mais il y a beaucoup de... Moi, dans mes relèves, là, souvent de fois, je vais donner un cours sur la crédibilité. Parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à gagner et facilement perdu dans l'espace d'une rencontre. Ou, on a déjà dit, il y a des jeunes qui nous disent, tu vas faire ce que je dis parce que c'est mon nom qui est écrit sur l'enseigne ou c'est mon nom qui est écrit sur le camion. Et ça, c'est vraiment une ruine par rapport au leadership. Donc, dans le modèle, je vais retourner au partage. Dans le modèle, c'est important de voir qu'on a des choses et que finalement, notre fondateur peut observer sa relève puis voir est-ce qu'il aime ça ou il n'aime pas ça.
Ben, Un fou, c'est la comme on base. dit au Québec, un fou dans une poche. Son enfant n'aime pas ça, il arrive en retard. Tu sais, il y a eu un poste de télévision de radio à Montréal qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Coallier. Puis il y avait 2 enfants. Puis ses enfants, il y en avait un qui était là, puis qui aimait ça, faire de la radio, mais l'autre, il partait tout de suite quand son émission était finie, il n'y avait aucun intérêt. C'est lui qui nous avait partagé ça, ce qui fait que tu regardes ta relève, tu sais très bien qu'il y en a un qui veut, puis l'autre qui ne veut pas. Fait que, c'est facile. Exact. Tu n'as pas besoin d'un consultant pour pour te dire ça, tu le sais déjà. Ouais, Souvent, le problème, c'est que le parent, il a de la difficulté à le dire à ses à le dire enfants. ou à le voir, parce qu'il ne veut pas ne pas le voir. Tu sais, c'est très important. Fait que la connaissance du domaine, les habiletés de gestion, les habitudes de travail, c'est des choses, si on voit qu'il y a une faiblesse, on va aller augmenter ses connaissances. La connaissance de base du domaine, la plupart du temps, nous, là, Nathalie, tu le fais tout comme moi, chaque fois qu'on doit former les jeunes sur les aspects financiers, qu'on présente une juste valeur marchande, on va les éduquer parce que souvent, ils vont connaître la production, mais ils ne connaîtront pas les éléments financiers. Ouais. Fait qu'à chaque fois, on donne une formation. Ça, disons que c'est section habileté de gestion, mais connaissance du domaine, moi, je vais donner un exemple, de dire aux jeunes ou aux parents, peu importe, il y a des trade shows, hein? Il y a des foires commerciales. Ça serait intéressant que la prochaine foire commerciale, ben, que tu puisses y aller. Après ça, ben, il y a des revues spécialisées. Maintenant, sur Internet, tu peux t'abonner à 50 000 affaires, tu peux apprendre sur un domaine. Mais tu sais, quand tu aimes ton domaine, l'information, tu la trouves. La veille stratégique, là, comme on dit, tu n'as pas besoin nécessairement d'une poussée dans le dos, là, tu avances par toi-même. Hein? Oui, alors, exactement. voilà. Mais on le voit là à droite, là, il n'y a personne de parfait. Hein? Au début, on le sait. Hein? Mais quand tu es rendu à 40 ans puis ta chemise est trop grande encore, là, il y a un problème. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que je peux? Oui. Ça, c'est toutes les capacités de gestion, les capacités de... Et est-ce que je veux? C'est l'intérêt. Alors, c'est la question dans notre première capsule. Est-ce que je suis intéressée? Est-ce que je veux? Est-ce que je suis intéressant? Est-ce que je peux? C'est vraiment les questions qui doivent se poser, les entrepreneurs. Puis c'est facile, ça arrive souvent, mais des fois, on va rentrer dans une organisation, puis les parents vont dire, pouvez-vous observer ma relève? Mais là, tu sais, c'est évident que le jeune n'est pas particulièrement intéressé, alors il faut conclure assez rapidement dans ce temps-là. Oui, puis avec le temps, on a défini, on est devenu de plus en plus, je dirais, raffiné dans notre approche. Moi, quand les parents me demandent ça, je dis, bon, ben, on va commencer par un profil de personnalité. Oui, bien, c'est ça. Alors, je te laisse partir avec le profil de personnalité. Parce que c'est hyper important, la personnalité. Je pense que je l'avais déjà dit, c'est à peu près 30 de la performance, mais 30 de la bonne heure au travail. Puis ça va déterminer quel genre de leadership ma personne, parce que moi, je suis toujours intéressée par le leadership. En réalité, ce que je dis toujours, parce qu'au Québec, il y a beaucoup de soldes de prix de vente qu'on appelle. C'est-à-dire que les montages financiers sont faits que souvent, les parents, hein, ou même quand c'est des cadres, on le voit aussi quand c'est des cadres, il y a une partie d'action que le chef va garder quelques années. Ça, c'est pour des raisons X, Y, Z, là. Mais la raison, ce n'est pas le point pour le moment. Ce qui fait que c'est important d'être sécurisé pour être sûr que je vais avoir aux commandes de mon entreprise une personne qui va être capable de s'occuper de mes billes, de mes intérêts, de mon fonds de pension, parce qu'il va en avoir, ou qui va être capable de me repayer. C'est assez fondamental. On le sait, avec un profil de personnalité, ça nous permet de voir, je dis des fois quel genre de cheval qu'on a, là. C'est un peu mal dit. Je ne veux pas faire des experts avec les téléspectateurs, mais je veux juste que les gens regardent l'image. On n'a pas le même genre de personne. Nous, qu'est-ce qu'on analyse? On analyse un graphique. Fait que là, je vous le montre, là. Les graphiques ne sont pas pareils, si vous remarquez. Fait que si je regarde le premier, vous voyez bien que le premier, il s'appelle l'architecte. OK? Ça, c'est le genre de personne qui va chercher des solutions à des problèmes complexes. Fait que, si notre entreprise est dans un domaine technique, ben, ça colle bien parce que souvent, on a des problèmes techniques puis on a besoin de trouver des solutions. Mais si on est dans, je ne sais pas, dans la restauration à l'accueil, l'expérience client, ça va être un autre paire de manches, là.
comprenez? Fait Après, qu'il la faut personne pas va peut-être juste la s'ennuyer. personnalité, il faut la mettre dans son contexte. Ouais. Je suis d'accord. Mhm. Ça, c'est le premier. Le deuxième, maintenant, vous voyez bien que c'est une boîte à idées, ça. Ça, il se lève le matin, là, puis il y en a déjà, je ne sais pas, 10, puis à la fin de journée, il y en a 50. Fait que c'est un peu fatigant pour tout le monde, mais c'est des gens qui est des machines à idées, mais aussi qui vont foncer pour les mettre en place. Le profil de celui-ci s'appelle un pionnier. Pionnier, ben, ça fait pionnier, innovateur, hein? Les premiers. Hein? Alors, les premiers, d'où l'idée. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est un explorateur. C'est exactement mon profil, Suzanne, ça. Merveilleux profil. Alors, vous voyez bien, là? Bon, d'ailleurs, Suzanne me l'a dit, là, à la fin de l'autre vidéo, elle m'a dit que j'étais emballée dans ma vie. Oui. C'est de ça que ça a de l'air, un explorateur. Ça vient emballé, passionné. Alors, je vous dirais, bon, vous voyez la fusée, là, mais qu'est-ce qui, moi, je trouve qui me décrirait bien comme personnalité, c'est un beau profil de développement d'affaires. Développer des affaires, partir des projets. Il s'appelle explorateur. Alors, bon, la preuve, je suis allée explorer le Maroc. Vous voyez, oui, là? C'est très haute évocateur. Tolérance au risque. Ouais, ce profil-là, oui, pardon. C'est très évocateur. Les titres sont évocateurs. Tu sais, quand on dit un explorateur, c'est quelqu'un qui va débroussailler, ouvre des portes, mais qui ne les ramasse pas nécessairement en arrière. Donc, ça prend des secondes. Quand on dit qu'on fait une équipe autour de cette personne-là, il faut qu'on encadre un explorateur. C'est-à-dire qu'il donne des idées, puis après ça, il émet, et là, il fait le tour de la situation. Puis des fois, il oublie de faire des suivis parce que c'est pas dans sa nature. Il pense que tout le monde est comme lui, il fonce. Tu sais. J'aimerais ça que tu ne me révèles pas à 100%. Cependant, on a contracté des habitudes. Là, on voit la personnalité. On va avoir une vidéo juste là-dessus. Je développerai un peu plus sur les fonctionnalités, les enjeux et tout ça. Bon. Alors, et le troisième, vous voyez que la personne à mesure, là, regarde, est prudente, est ultra prudente. Son profil s'appelle le spécialiste. Bon, le spécialiste, c'est exemple, j'ai été associée, moi, avec Léo. Léo est un spécialiste avec qui on travaille, celui qu'on va vous présenter pour les évaluations, la partie financière, que j'adore. D'ailleurs, vous voyez, entre Léo et moi, on est l'opposé. Léo et moi, on est des grands complices parce qu'on est des gens matures. Et lui, il faisait une partie qui était beaucoup plus technique. Et je peux vous dire qu'il m'a toujours rassurée. Il m'a toujours rassurée. Il a toujours mis en place mes idées. Donc, j'étais le côté idéation foncière, développement d'affaires, et lui, il était le côté, je dirais pas prestataire, mais une sagesse, vous comprenez? Mais par contre, le profil de spécialiste, c'est très faible tolérance au risque. Puis en affaires, il faut de la tolérance au risque. On est bien d'accord? Mais par contre… Oui, mais Nathalie, le spécialiste, une fois rassuré, parce qu'il a jugé des risques, il va être partie prenante, il va appuyer complètement la personne qui a ouvert les portes. Tout à fait. Une fois rassuré, ça aide l'explorateur à mettre des balises, puis à vérifier si le risque est trop grand ou pas trop grand. Mais ça ne fait rien, l'explorateur va dire, c'est pas grave, j'y vais quand même. Alors, c'est ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est souvent de dire, j'y vais quand même. Suzanne, quel profil es-tu, toi? Il me semble que tu as l'air à faire ta promotion. Non, pas du tout. Moi, je suis un présentateur, ma chère. Alors, c'est une petite variante. Alors, elle est plus relationnelle. Suzanne, elle est extravertie comme moi, donc on est deux extravertis. Alors, ceci étant dit, mais le spécialiste, il ne veut pas être en avant. Il ne veut pas être en avant. Il ne veut pas être sous les projecteurs. Alors, vous voyez, c'est important de décliner quel genre de personne on a comme relève. Alors, on peut en avoir. Si on en a juste une, vous allez voir, le spécialiste, il ne voudra pas être sous les feux de la rampe. Ouais. Alors, c'est des composantes. On parle de tolérance au risque, on parle d'innovation, on parle d'établir des objectifs, on parle de suivi, faire des contrôles. Donc, on est capable de mesurer tout ça, mais principalement, là, on va s'attarder au leadership. Alors, Suzanne, si tu veux bien, on va mettre on ne va pas dire comme on dirait au Québec, on ne va pas jaser là-dessus. Donc, on ne va pas développer, on va arriver directement au leadership authentique. Parce qu'une des plus belles valeurs qu'on aime, les Québécois, nous, c'est l'authenticité. Oui, On n'aime pas
on est reconnus, les Québécois, pour être authentiques. Les gens... On va pardonner à quelqu'un qui va dire qui a reconnu ses torts pour passer à d'autres choses, plutôt que de lui en vouloir éternellement. On a de la difficulté avec les imposteurs, nous. Oui. De dire des gens, on est capable de dire je m'excuse, je me suis trompée, parce que ce que j'ai vu, et là, on ne veut pas développer les codes culturels, mais je me suis bien rendu compte au Maroc que chez nous, au Québec, l'erreur est permise et valorisée. Nous, une erreur, c'est une expérience. Alors, au Maroc, l'erreur est mal perçue. Ouais. Ça fait toute la différence dans je prends des décisions. Mais quand on regarde le risque d'une décision. Ouais, alors, quand on se met dans les yeux de la personne du cédant, il y a 5 critères ici qu'on puisse analyser pour voir la différence entre son leadership à lui puis le leadership de sa relève. Tu sais, un leadership de personnalité, là, on s'entend tous que c'est un peu le charme, tu sais, la personne est agréable à suivre et a beaucoup, des fois, on peut avoir un leadership très fort et une personnalité très, très forte, puis qui va décider pour tout le monde. Alors, le leadership de personnalité, c'est celui qu'on voit le plus. Mais on dirait charismatique. Hein? Les chefs, souvent les chefs là, qui ont bâti une entreprise, ça arrive souvent qu'ils sont charismatiques. Oui. Hein? Parce que c'est grâce à leur personnalité qu'ils l'ont fait. Mais on a des chefs d'entreprise discrets qui avaient un leadership d'expertise, qui ont fait autant de chemin et qu'on n'a pas vu nécessairement dans les journaux, puis que tout à coup, on s'aperçoit qu'ils ont une belle grande entreprise parce qu'ils ont une expertise précise et ils ont su s'entourer. Et surtout si l'entreprise est une entreprise technique. Oui, qui œuvre dans le domaine technique, souvent le chef va avoir pas juste du charisme, mais il va avoir une expertise au niveau de son domaine ou du produit ou de quoi que ce soit. Alors, le fait, moi j'aime bien ça parce que ce qu'on cherche à faire, vous voyez mon petit poisson rouge là, hein? Ça c'est le chef. Fait que moi j'aime ça savoir avec la personnalité, mais aussi le genre de leadership que mon chef a, mon petit poisson rouge, parce que je veux voir le trou qu'il va créer quand il ne sera plus là. Donc, on ne veut pas avoir des clones. Ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas un clone, mais on veut quelqu'un qui soit suffisamment mobilisant pour que les gens le suivent. Mais quand Suzanne t'a vraiment bien exprimé au début, dans les premières vidéos, c'est qu'on doit rebâtir une équipe. Fait qu'on ne cherche pas juste le poisson rouge. On cherche les poissons, là, tu sais, les 3 qui suivent après, là, sont importants aussi parce que souvent, on va créer des groupes de relève, des groupes d'associés, des groupes de relève. Alors, c'est important de pouvoir, et puis moi, j'aime ça, ce tableau-là, parce que quand je suis en conseil, en réunion, je leur fais dire, chaque individu détermine le style de leadership de leur père autour de la table. Fait que c'est comment les autres se perçoivent. C'est très intéressant parce que si on a juste un leadership de position, la position, c'est parce que tu as le titre puis la carte d'affaires. Alors, j'ai déjà fait un exercice à HEC. Moi, je me souviens, j'avais animé une conférence. C'était des relèves. Et il y en avait, je sais pas, il y en avait 14 ou 15, pas important. Je leur ai toutes demandé de me donner leur carte d'affaires. Fait que moi, je regarde la carte d'affaires. Fait que je le vois, là, tu sais, quand tu es encore à HEC puis tu suis un cursus, là, c'est pas parce que tu as 50 ans, c'était tous les relèves qui avaient, je dirais, bien en bas de 30 ans. Fait que je regarde ça, vice-présidente marketing. OK. Alors, j'ai dit à la fille, j'ai dit, combien tu as de personnes sous ta charge? Elle dit, aucune. Au Québec, là, quand tu es vice-président, c'est parce que tu as des directeurs en dessous de toi, puis en dessous des directeurs, c'est parce qu'ils ont des collaborateurs en dessous d'eux. Il faut faire attention aux titres prestigieux. C'est-à-dire, tu mets un titre, puis en réalité, la personne, elle n'occupe pas les fonctions. Ça nuit énormément à la relève, ça. Et c'est mieux sa crédibilité parce qu'elle ne peut pas rencontrer, la marche est trop haute. Tout à fait. Alors, la personnalité, c'est très issu du profil de personnalité. Mais on peut avoir, souvent les gens, même s'ils ne sont pas 100% charismatiques, les gens peuvent les suivre parce que justement, ils vont avoir un leadership d'expertise. Ils vont avoir un leadership d'innovation. Alors, ils vont avoir une combinaison. Ils ne sont pas obligés d'être une star aussi brillante nécessairement. Moi, je dis toujours, moi, là, ce que je veux, là, c'est une nouvelle source. C'est-à-dire que si je mange du chocolat, là, je ne veux pas manger
une Cadbury ou une Mars. Je veux manger du chocolat Valrhona. Tu sais. Je veux avoir du Godiva. Bon, j'essaie de trouver des marques que tout le monde connaît en passant. Fait que je ne veux pas manger un chocolat que je vais aller acheter au supermarché. Je veux faire wow quand je mange du chocolat. Et quand je veux manger des chips, c'est la même affaire, là. Si j'ai un goût de salé, je n'ai pas un goût de sucré. Alors, c'est un peu la même affaire, mais il faut faire wow. Alors, ça peut être contrebalancé dans l'expertise ou l'innovation. Puis honnêtement, maintenant, là, si on n'est pas capable de se réinventer, OK? Fait que la personnalité mesure l'originalité de pensée. Fait que si on n'est pas capable de se recréer, de se réinventer, on va avoir un maudit problème parce que une fois que l'idée va être passée, on va être périmé dans le marché. On va être dépassé. Maintenant, le leadership de situation, ben, c'est facile. C'est le feu. Quand il y a eu le feu là, chez mon client, là, des fois, il y a un feu. Ben, c'est sûr, je viens d'y repenser. Ça m'est déjà arrivé aussi à un autre client qui a eu un feu. Ben, qui est-ce qui a pris les commandes? Ça, c'est une situation. C'est la même chose quand il y a un équipement en passant qui explose, ben, qui tombe en panne. Là. Ça peut arriver. Là. C'est-à-dire qu'il arrive c'est des gens qui solutionnent. Ben, écoute, là, je ne sais pas, moi, j'ai un client dans l'agroalimentaire, là. Imaginez-vous donc, s'il y a une bactérie qui se répand, là, tu vas voir celui qui va prendre la situation en main. C'est important que quelqu'un soit capable de prendre les commandes. Ces types de leadership-là, ça nous permet d'avoir une conversation et de savoir l'équipe de tête, là, elle est composée de quoi? De quoi? Puis après ça, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier le leadership formel et informel. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise familiale, le leadership informel, c'est souvent à la maison que ça se passe. On appelle ça les mères. Le pouvoir des mères. Je vous donne cet exemple-là. Dans les entreprises, ça pourrait être celle qui organise les événements sociaux. OK? Ou la personne qui est la grande oreille, où tout le monde va se confier. Ou au Québec, on appelle ça aussi les mémoires. Il y a aussi une autre catégorie, les mémoires corporatives. C'est-à-dire, la personne, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est là, puis qui sait tout sur l'entreprise. On appelle ça c'est du pouvoir informel très, très puissant. Le pouvoir formel, ben, c'est celui, ben, tu as un titre, tu as des responsabilités, tu occupes une fonction. Ça, c'est le pouvoir formel. Idéalement, notre élève, on voudrait qu'elle ait les deux. Oui, on voudrait qu'elle ait les deux parce que c'est beaucoup dans l'informel que les gens nous suivent. La mobilisation se fait beaucoup dans l'informel. Dans l'informel. Oui. Oui. Alors. Maintenant, fait quoi notre leader, Suzanne? Ben en fait, c'est ça. On l'a vu là, par le biais de toutes sortes de qualités du côté du leadership. Mais si on le met par la lorgnette de quels résultats on a besoin, c'est aussi une façon d'évaluer le leadership de notre élève. Alors, les buts, quand on devient leader, c'est de bâtir une équipe, de mobiliser des gens dans une direction, bâtir l'équipe, puis dire on s'en va vers là. Si je suis capable de bâtir l'équipe, puis que j'ai pas tout à fait la bonne vision de la direction, je sais pas trop où on va s'en aller. Je mobilise les gens, mais on change de direction, on s'en va où? Alors, tu sais, c'est vraiment ça. Une fois que je sais où je m'en vais, que j'ai mon équipe avec moi, on va se fixer des objectifs. Il y en a des styles de leadership qui voient très loin. Moi, j'avais quelqu'un à la radio qui disait, faut que le rêve des jeunes, là, soit assez grand qu'ils voient de loin. Donc, dans une équipe où j'ai des gens qui vont travailler, par exemple, tous les deux dans la même entreprise, puis celui qui me dit on va changer telle machine, puis l'autre qui me dit on va aller dans tel créneau maintenant, celui qui dit dans tel créneau a une vision un petit peu plus haute de l'organisation que celui qui parle de machine. Oui, donc, il faut qu'on... Hein? Il faut vraiment qu'on mobilise l'équipe autour de la vision qu'on a. Et là, on peut fixer des objectifs. Le talent d'un leader, c'est de prendre l'objectif global puis de le segmenter en sous-objectifs pour que tout le monde embarque. Qu'on ne se sente pas perdu dans l'objectif, on s'en va là, comment on va s'y prendre. C'est ça, fixer les objectifs. Puis, l'important, c'est que quand on veut faire en sorte que la relève soit bien, il faut qu'on ait une relève qui est capable de faire briller les gens autour d'eux autres. Il ne faut pas qu'ils prennent tout le crédit pour qu'est-ce qui se passe dans l'organisation, mais bien de redonner à César ce qui appartient à César et que les gens autour d'eux autres sentent qu'ils sont appréciés et qu'à chaque fois, ils gagnent. Alors souvent, on a des gens qui vont avoir un leadership très humain,
vont comprendre ces choses-là. Puis ils vont faire en sorte, nos spécialistes vont peut-être moins voir les choses, ils vont arriver avec l'objectif point à la ligne, mais quand on fait briller les gens autour de soi, c'est tout de suite une forme de leadership qui est agréable. Alors, le propriétaire peut regarder ces jeunes. Est-ce qu'il est capable de faire marcher mon équipe? Est-ce que les gens le suivent facilement? Est-ce qu'il conteste son leadership régulièrement? Est-ce qu'il est capable de ne pas prendre la crédibilité pour tout, mais qui se tourne vers les autres et qui disent dans une réunion, tu sais, tu as fait un très bon travail. La tape dans le dos, c'est vraiment quelque chose qui fait fonctionner les gens plus que le salaire. Naturellement, si je suis mal payé, je vais avoir de la misère à fonctionner. Mais si je suis bien payé, la tape dans le dos va être ce qui va faire en sorte que la personne va prendre la crédibilité puis va assumer un bon leadership. Je ne sais pas si tu as des exemples. Ben, écoute, je trouve ça intéressant parce que l'exemple d'abord, il y a un point, excuse-moi, là, je cafouille. Il y a un point maintenant que je trouve qu'il faut dire absolument, c'est que maintenant, c'est pas toujours facile d'avoir une perspective à très long terme parce que il faut avoir beaucoup d'agilité parce que les donnes changent rapidement. Les marchés changent, les compétiteurs, la digitalisation. Il faut être très agile. D'un côté, il faut avoir une vue d'ensemble assez claire, mais dans les moyens, il faut être agile. Parce que si on est trop rigide, ben, on risque de manquer le bateau aussi. Donc, il faut être capable de s'ajuster. Ça fait qu'il faut aussi être souple et gracieux. Alors, faire gagner les autres, là, c'est-à-dire que quand tu es un leader, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre. Et ça, c'est que le leadership, ça s'apprend. Ça s'apprend en formation, ça se donne. Nous, on donnait coaching en leadership, coaching en gestion financière. C'était les deux places où ça manquait. Une fois que tu as donné, là, une fois que les gens ils ont suivi un cursus, là, puis ils réussissent encore pas à bâtir des équipes, puis il n'y a personne qui veut travailler avec eux, c'est clair, là. C'est clair comme de l'eau de roche. On n'a pas la Ça relève. ne va pas marcher. Mais il faut se dire que ça s'apprend le leadership. Il faut être conscient du style de leadership qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'on a mis avant les 5 formes de leadership, c'est pas essayer d'être charismatique quand tu es un analytique. Ça n'a pas l'air authentique, puis ça paraît. OK? Alors, ça sonne faux. Alors, la personne, elle n'incarne pas la posture qu'elle veut avoir. Elle a l'air d'un imposteur. Mm-hmm. Ouais, Fait que les gens, ils ne veulent pas être mobilisés par un imposteur. Oui, tout à fait. On ne fait pas partie d'un gang de rue, là, tu sais. Alors, là, j'aimerais ça que tu conclues un peu dans cette direction-là. Là, pour écoute, moi, là, je dis toujours, la pire calamité qu'on peut avoir, nous, comme experts, mais aussi qu'on a vu les parents ou même des associés se piéger, c'est parce qu'ils avaient géré des attentes. Ils avaient créé des attentes et là, il faut qu'ils gèrent des attentes. Et le fait d'avoir créé ces attentes-là et de devoir les gérer, c'est-à-dire de s'apercevoir que ce n'est pas la bonne relève, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent trop. Nous, on dit rapidement go, no go. Arrêtez tout de suite, le plus tôt possible. Parce qu'après ça, la médecine, ça sera une médecine de cheval. Ça va faire plus mal. Hein? Alors, il faut faire attention quand on crée des promesses, on fait des promesses à des gens. Ah oui, je te vois associé. Ah oui, on a bâti. Parce qu'après ça, il va falloir gérer les attentes. Et on vous le dit, c'est ce que les gens trouvent le plus difficile, c'est d'être obligé de se désengager de la promesse qu'ils avaient faite. Mm-hmm. Alors, vaut mieux, si on n'est pas capable de bâtir des équipes, on ne sera jamais capable de mobiliser des gens. Ça ne veut pas dire qu'on les congédie en passant. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on va se marier avec eux. On ne va pas s'associer nécessairement avec eux. Tout à fait. Donc, je pense que Suzanne, on a fait un petit peu le tour. Il y a des éléments comme la personnalité. On va en faire une capsule parce que c'est trop important. Mais même dans le guide, il y a une petite section qu'on peut regarder de façon un peu grossière pour vous donner une idée, sans passer nécessairement un profil de personnalité. Mais si les gens veulent vraiment passer, moi, on leur conseille toujours parce que nous, on ne fait aucun mandat sans commencer par ça. Puis des fois, on ne rentre même pas en mandat en passant. On dit, ça ne fonctionne pas. Alors, on est mieux de le faire le plus tôt possible. Alors, si vous avez aimé, rendez au suivant. Redonnez au suivant.
transférer la capsule. Et puis, ben, faites-nous plaisir, abonnez-vous, faites-moi un petit pouce. Fait que je te dis un beau bonjour, Suzanne. Merci, merci. Alors, à la prochaine capsule, ma chère. Bye bye. Bye.